Merci Monsieur Salle d'avoir présenté vos idéaux et j'aimerais prendre la parole au nom du groupe du Triangle de Lublin, la Lituanie, la Pologne et l'Ukraine. Et j'ai la question suivante. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine a créé des crimes atroces avec des déportations d'enfants, des attaques contre des infrastructures civiles, des détentions arbitraires. Les mécanismes existants de l'ONU n'ont pas été en mesure de forcer à ce que des comptes soient rendus. Comment, selon vous, renforcer la coordination entre le Conseil de sécurité, la CPI et le mécanisme d'établissement des faits pour s'assurer que l'impunité ne devienne pas la norme par défaut? Que devrait faire l'ONU pour renforcer la coopération avec la présidence de l'Union africaine? J'ai fait de mon mieux personnellement pour trouver une solution. Je me suis rendu à Kiev avec 6 autres chefs d'État africains. Je suis aussi allé à Sochi en juin 2022 au nom de l'Union africaine. Et nous savons que lorsqu'un membre permanent du Conseil de sécurité participe à un conflit, il est très difficile de trouver une solution. On le sait toutes et tous. Monsieur le représentant de l'Ukraine, c'est qu'il faut, à mon avis, tout faire pour éviter dans ce conflit tout risque de dérapage. On a beaucoup parlé de Zaporizhzhia et il faut poursuivre les efforts de paix et la recherche de paix. Si je suis élu, bien sûr, secrétaire général, je compte poursuivre mon action dans le même esprit que je l'avais fait à Sochi et à Kiev, c'est de parler à toutes les parties, de soutenir toute initiative de paix, celle en cours, il faut les encourager également le dialogue avec les parties prenantes, mais également les pays de l'Union européenne qui sont naturellement impliqués de par leur territoire et accompagner déjà les efforts qui ont été engagés par le président Trump dans le cadre d'une recherche de solutions. Maintenant, la question sur le fait que l'implication d'un membre du Conseil de sécurité, un membre permanent, cela rend la tâche difficile pour l'organisation. Parce que chaque membre permanent dispose du droit de veto. Ça veut dire que vous ne pouvez pas déjà prendre une résolution contraignante contre ce membre, dès lors qu'il va s'opposer à la résolution. Donc ça, c'est un problème global qui se pose à notre organisation. Je crois que la seule manière d'éviter, en tout cas le blocage du Conseil, c'est de poursuivre la réflexion, d'abord au niveau du Conseil de sécurité, parler vraiment aux différents membres, en particulier aux membres permanents, mais également au niveau de l'Assemblée générale. Il faut que ce débat soit le débat des États membres, pour que, au moins sur les questions de guerre, sur les questions de droits de l'homme majeures, lorsqu'il y a un conflit, qu'on puisse éviter tout droit de veto et qu'on puisse aller vers la résolution des conflits. I mean, speaking to anyone is not endorsement, but il s'agit donc de voir comment la paix devient possible. De bons offices, de renforcement des mécanismes internationaux de surveillance par rapport à tous les manquements dans les zones de conflit. Je vous remercie. Merci. Merci. Je donne maintenant la parole à l'Union européenne, au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Il sera suivi de l'Uruguay et de la première organisation de la société civile. Je vous remercie, Madame la Présidente. Bienvenue à Monsieur Sall. L'Union européenne et ses États membres appuient les Nations Unies, le multilatéralisme, et souhaitent vraiment que les Nations Unies puissent continuer de s'acquitter de tous leurs mandats, notamment dans cette période de crise aiguë. Nous sommes donc très attachés à la Charte des Nations Unies, au droit international, au succès des Nations Unies sur le terrain. Et nous espérons pleinement travailler en étroite coopération avec une secrétaire générale qui partage ses principes et ses valeurs et qui comprenne bien le rôle de l'Union européenne dans ce système. À l'heure actuelle, les Nations unies ont besoin
secrétaire général ou d'une secrétaire générale qui puisse bien respecter les 3 piliers, la charte et le droit international. Hier, nous avons posé une question sur la réforme des Nations Unies et le développement durable. Aujourd'hui, une question sur la paix, la sécurité et les droits humains. Commençons par les droits humains. Nous restons très attachés à l'universalité et l'indivisibilité des droits humains. Nous sommes préoccupés de voir que seul 1% des dépenses du système des Nations Unies est consacré au mandat afférent aux droits humains, alors que les droits humains, à l'heure actuelle, sont vraiment attaqués. Monsieur Sall, est-ce que, sur la base de votre expérience personnelle, vous pouvez nous donner un exemple concret montrant que vous avez vu que la promotion des droits humains appuie directement le développement durable et la paix et la sécurité? Ou bien, est-ce que vous avez vu que la violation des droits humains saper durablement la paix et la sécurité? J'aimerais aussi vous demander ce que vous pensez faire pour accroître, pour maintenir et pour accroître le financement de la protection des droits humains, parce que 1%, ce n'est pas assez. Pour ce qui est de la paix et la sécurité, l'Union européenne et ses États membres font avancer activement la mise en œuvre de mandats clés pour les missions, en appuyant le maintien de la paix au Liban, en Somalie, ou que ce soit par le biais d'une aide humanitaire massive de par le monde. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un grand conflit actuel auquel vous donneriez la priorité? Vous avez dit que nous allons devoir prendre des décisions, fixer des priorités difficiles. Est-ce qu'il y a un conflit, un grand conflit actuel dans lequel vous pourriez intervenir en tant que secrétaire général, prendre des mesures concrètes pour mettre un terme à ce conflit? En d'autres termes, est-ce que vous pourriez concrètement suggérer un cas dans lequel vous pourriez faire vraiment la différence? Merci. Je remercie le représentant de l'Union européenne qui s'est exprimé au nom de l'Union européenne et de ses États membres, Monsieur Sall. Merci beaucoup, Monsieur le représentant de l'Union européenne. Je dois d'abord saluer le rôle de l'Union européenne dans le financement du développement. J'ai été témoin vivant de toute l'évolution de cette action décisive de l'Union européenne à travers l'initiative, la dernière initiative sur le Global Gateway, mais également l'intervention de l'Union européenne dans le financement des opérations de la paix. Dans le monde, cela mérite d'être souligné. Je suis d'accord avec vous que 1% de dépenses seulement consacrées aux droits humains, quand on considère qu'il y a 3 piliers fondamentaux, on peut considérer qu'il y a un déséquilibre. Il faudra que, bien sûr, j'évalue, si je suis élu, dans les premières semaines, la répartition du budget, compte tenu du fait que nous allons engager une réforme qui est devenue inévitable, parce que l'organisation, on le voit bien, fait face à une crise sans précédent. Le secrétaire général Guterres l'a rappelé, il y a un risque de banqueroute. Donc la réforme, elle est inévitable. Et à partir du moment où on va engager cette réflexion avec les États membres, l'organisation verra quelles sont les mesures concrètes de réforme pour éviter ce qu'on appelle le wastage, les duplications, les mandats qui se chevauchent et les méthodes. L'ONU et refaçonner son rôle. Nous nous tournons vers le secrétaire général pour préserver les intérêts de tous les États membres, surtout les intérêts des plus faibles, des plus petits, des membres les plus vulnérables de l'ONU. Nous ne souhaitons pas un monde où la force l'emporte, où le droit international, la souveraineté et l'intégrité territoriale des petits États sont violés en toute impunité. Les membres du groupe des petits États sont prêts à travailler avec le prochain ou la prochaine secrétaire et tous les États membres pour renforcer le rôle de l'ONU et pour défendre le droit international et le multilatéralisme. Je vais poser ma question pour gagner du temps. Tout d'abord, Monsieur Macky Sall. Quelles mesures prendrez-vous pour renforcer le rôle de l'Assemblée générale, surtout lorsque le Conseil de sécurité n'est pas en mesure de prendre des décisions et des mesures décisives? Et question, si vous êtes élu secrétaire général, comment aiderez-vous et renforcerez-vous le bureau de la présidence de l'Assemblée générale? Deuxième question, les ODD et le pacte pour l'avenir sont des réalisations majeures, une feuille de route pour l'action mondiale et pour des partenariats mondiaux. Si vous veniez être élu secrétaire général, comment feriez-vous pour accélérer la mise en œuvre des ODD et du pacte pour l'avenir? Troisièmement,
Nous sommes à la croisée des chemins, alors que la perception du public de l'ONU semble être critique, voire même cynique dans bien des États. Que comptez-vous faire pour galvaniser l'appui en faveur du travail de l'ONU, surtout chez les plus jeunes, qui représentent après tout l'avenir de toute notre société? Je vous remercie. Je remercie le représentant de Singapour, qui s'exprime au nom du groupe des petits États. Avant de donner la parole à M. Macky Sall, les prochains orateurs seront l'Ukraine et l'Union européenne. Monsieur Sall, vous avez la parole. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Je remercie le représentant permanent de Singapour. Je remercie le groupe des petits États, un groupe très important. On parle de Nations Unies. C'est ma profonde conviction, quelle que soit la taille des nations. Il n'y a pas de petits, de grands États. Il peut y avoir de petits pays ou de grands pays, mais selon moi, il faut absolument prendre en considération les circonstances des petits États, eu égard au respect de l'état de droit et des résolutions du Conseil de sécurité et même de l'Assemblée générale. Je mets simplement l'importance que j'accorde à l'ensemble des pays membres, qu'ils soient grands ou petits. La spécificité de l'ONU, c'est d'avoir ce grand rassemblement mondial où petits États comme grands États ont un peu les mêmes droits, en tout cas au niveau de l'Assemblée générale, même si nous savons que la charte elle-même a donné, dès la création de l'organisation, des droits particuliers pour les pays membres permanents du Conseil de sécurité. Mais en tant que secrétaire général, si j'ai la confiance des États membres, je veillerai à ce que les petits États, tout comme les États insulaires ou les États enclavés, puissent trouver également leur intérêt dans les politiques majeures. S'agissant du renforcement ou de l'importance à donner au rôle de l'Assemblée générale et au renforcement du bureau du président de l'Assemblée générale, je crois que tout ce que la charte prévoit devra être mobilisé pour que celle qui incarne ou celui qui incarne le pouvoir de l'Assemblée générale puisse travailler dans les meilleures conditions. Je voudrais également dire que s'agissant des ODD, Objectifs de développement durable, ainsi que du pacte pour l'avenir qui a déjà tracé la voie, nous avons, depuis 2000, engagé un débat sur les objectifs du millénaire pour le développement. 15 ans après, on a fait l'évaluation. En 2015, on s'est rendu compte qu'on était loin du compte. Il a fallu relancer de nouveaux objectifs de développement durable sur lesquels on a voulu changer la façon de financer le développement. Puisque pour les OMD, on s'était focalisé sur l'aide publique au développement. On a vu que cela n'a pas permis d'aller plus loin. Avec les OMD, les ODD, on a élargi en mettant le focus sur l'effort des pays eux-mêmes, les recettes internes, mais également en demandant l'implication des financements privés, la lutte contre l'évasion fiscale pour créer davantage d'espaces fiscaux pour les États afin de répondre à ces objectifs. Maintenant, il est clair qu'à 4 ans de l'objectif, nous sommes encore loin sur certains objectifs, même si sur d'autres, on a fait des progrès remarquables. C'est toute la philosophie de la nouvelle architecture financière internationale pour justement, l'après 2030, qu'on puisse engager un nouvel agenda tenant compte cette fois-ci vraiment de l'implication du secteur privé et de la mitigation des risques par rapport aux pays en développement afin que le financement soit mixte. Je vous remercie. Thank you. Merci beaucoup. Je donne la parole à l'Ukraine au nom